Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui on va parler de GitHub Copilot X, une nouvelle version pour les développeurs. C'est juste après l'intro, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui le programme, on démarre avec une actu GitHub. Alors ça va être la petite parenthèse technique, vous inquiétez pas, c'est pas... Ça fait peur comme ça, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça. J'ai pensé aux développeurs et aux développeuses ce matin avec cet article du blog du modérateur et GitHub Copilot, qui est donc un assistant par intelligence artificielle qui existait déjà, de par ailleurs, et qui évolue avec la nouvelle version de GPT, donc GPT 4, et pas mal de nouvelles features qui sont sorties avec. On regardera ça ensemble. Hello Damarwen qui nous rejoint ce matin. Coucou à toi. Ensuite, on enchaînera du coup avec un article de 01net et Microsoft. Alors là, c'est Margot qui va être contente. Qui lance Loop, qui est une espèce de concurrent à Notion et à Asana. Alors je me suis dit, bon allez, encore un concurrent, quelle est la plus-value, etc. Et en fait, il y a une vidéo de démo qui est pas mal du tout, qu'on regardera ça ensemble. Si vous voulez, on fera un petit réac. Et qui en fait montre que c'est hyper bien intégré à toute la suite Microsoft 365. On peut faire des liens dans tous les sens, il y a des systèmes de composants aussi, on peut lier des trucs, bref, franchement à regarder, donc on testera ça. J'ai ouvert le petit onglet. On parlera vite fait de TikTok, puisque hier c'était un moment assez crucial. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas, moi j'ai vite fait regarder un passage. En fait, il y a l'un des boss de TikTok qui était en audition devant le Congrès américain. Donc un peu comme on l'avait fait en 2018 Mark Zuckerberg. Et donc là, c'était assez crucial dans la mesure où, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, TikTok potentiellement, est potentiellement en danger en ce moment, puisque les États-Unis, enfin en tout cas le Congrès américain, souhaiterait purement et simplement interdire TikTok et stopper carrément le fait de pouvoir accéder à cette application depuis les États-Unis, ce qui serait en fait une perte considérable et surtout qui donnerait des idées peut-être à l'Europe ou ce genre de choses. Donc hier, l'un des responsables en fait de TikTok était en audition. Ça a été compliqué. On regardera ça ensemble rapidement, mais ça a été très compliqué pour lui, le pauvre. Je pense qu'il a dû bien dormir juste après. Ensuite, on parlera d'une nouvelle que je pensais un peu anecdotique, mais qui en fait est genre une bête de nouvelle. Genre c'est vraiment un truc de ouf. C'est un article de Numérama qui dit que les extensions, ça fait partie des articles que j'ai découvert hier soir, vraiment un peu tard dans la journée, et qui du coup m'ont donné du grain à moudre. Donc les extensions qui arrivent sur ChatGPT. Alors là, dit comme ça paraît tout bête, sauf qu'en réalité, la fait d'ouvrir des extensions permet en fait à ChatGPT de découvrir des choses sur internet et d'être donc à jour. Vous savez que jusqu'à présent, en fait, la base de données de ChatGPT se basait jusqu'à 2021, je crois que c'était septembre 2021, et après il n'y avait rien d'autre après. Or là, maintenant, il y a un système de plugin qui permettrait donc du coup d'ouvrir sur des infos beaucoup plus fraîches et d'ouvrir également sur des d'ouvrir sur des services en fait, se plugger sur des services, je sais pas moi, de commande de bouffe, ce genre de choses. Vous allez voir, en fait, je pense que c'est vraiment un gros game changer. Après, je vous montrerai une petite vidéo assez impressionnante. Alors, ça sera, c'est un peu par rapport à notre ligne éditoriale, c'est un poil dérivé, mais c'est hyper intéressant. C'est une démonstration en fait de tracking en temps réel qui a été faite par Unreal, donc il y a un moteur de jeu assez connu. Bon, ça durera pas très longtemps, mais je vous le montrerai, c'est assez dingue. Après, on enchaînera aussi sur une nouveauté assez importante de Notion, le système de boutons. Il y a des boutons qui sont apparus désormais sur Notion, et alors toutes les personnes qui font de la gestion de projet vont être très très contents et contentes, parce que ça vous permet d'automatiser un certain nombre de choses, éviter de vous retaper à chaque fois des trucs que vous faites encore et toujours. Et après, une dernière petite ressource que je vous partagerai, mais très très rapide. Voilà, donc programme assez chargé. On va commencer dès à présent avec le premier article. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, à me poser des questions, etc. pour que je me sente un petit peu moins seul et qu'on puisse un peu échanger. Alors, on va commencer avec GitHub Copilot, du coup un article du blog du modérateur. Il y a des développeurs, je pense, dans le chat. J'ai vu qu'il y avait Alexis qui était présent. J'ai vu qu'il y avait Bob. Donc je pense que voilà, il y a quelques développeurs qui vont se sentir concernés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont présents. Hello.
Evermine qui nous rejoint, coucou à toi, bienvenue ce matin. Donc du coup, coucou à toi, première fois dans le chat, très content, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, quel est ton profil, développeur, développeuse, gestion de projet, design, dis-nous tout. Donc on commence avec cet article du blog du modérateur GitHub Copilot. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, GitHub Copilot c'est en fait un outil donc lancé par GitHub qui est GitHub c'est en fait je vais faire de façon très directe, c'est je dirais on va pas dire un logiciel, c'est une boîte SaaS en fait qui permet d'héberger votre code et surtout de le pusher, de faire faire du Git, faire du versionning. Donc, ils ont proposé en fait il y a quelques temps, ça fait, je sais plus, ça va faire plusieurs mois, mais non, plusieurs années, une version qui s'appelle donc GitHub Copilot, qui est en fait un outil, une espèce d'assistant qui vous suggère, basé sur de l'IA, il vous suggère en fait des bouts de code quand vous êtes en train de développer. Et là, en fait, il y aurait une nouvelle version, GitHub Copilot X, qui évolue donc avec GPT-4, le nouveau langage d'OpenAI, et avec des nouvelles petites features hyper intéressantes. Alors, Evermine qui dit « Je suis technicien du son, mais je m'intéresse un peu au développement. Je commence le travail dans 20 minutes et je suis content de découvrir cette chaîne. » Eh bien, ravi de t'accueillir ce matin. Nous, on parle essentiellement d'actualité web. Donc, on parle de web design, on parle de développement web, on parle de gestion de projet, comment améliorer tes workflows, etc. Enfin, tu vois, un peu tout ce que tu peux croiser quand tu es en agence digitale, enfin numérique, on ne dit plus digital maintenant, ou quand tu bosses dans la tech en général. Alors, du coup... Je lis rapidement l'article. Après avoir lancé GitHub Copilot en 2021 basé sur OpenAI Codex, le descendant de GPT-3, l'entreprise américaine passe à la vitesse supérieure en lançant son projet Copilot X qui intègre GPT-4, le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI. Donc les développeurs vont pouvoir s'appuyer sur GitHub Copilot Chat, ça c'est une nouvelle fonctionnalité, qui est donc une espèce d'interface chat, je vous montrerai juste après, qui va leur permettre de tirer profit de la technologie avancée GPT-4. Certes, GitHub Copilot Chat aidera les développeurs à générer du code en quelques secondes, mais ça va au-delà. Il reconnaît le code qui est tapé par les développeurs, les messages d'erreur affichés. Il est profondément intégré à l'IDE, donc l'IDE c'est le logiciel qui nous permet de coder. Un développeur peut obtenir une analyse approfondie et des explications sur ce que les blocs de code sont censés faire. Donc en gros, l'intelligence elle va arriver, elle va analyser votre code et elle va pouvoir vous donner des petites explications, etc. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout pour les devs un peu juniors. Elle va pouvoir générer des tests unitaires. Donc les tests unitaires en fait c'est c'est des bouts de code qu'on met en place pour vérifier que notre code fonctionne bien au fur et à mesure qu'il grossit. C'est des tests qu'on écrit en fait pour voir que le truc est ok et puis on en fait de plus en plus, comme ça on voit que notre appli elle est à chaque fois qu'on fait des modifications on relance ces tests et automatiquement ça nous dit si tout est bon. Donc ça va pouvoir générer ce genre de tests de façon automatique et ça va même permettre d'obtenir des propositions de correction de bugs, donc ça va relativement loin. Voilà Margot du coup qui fait la pub de notre Discord. De toute façon si tu fais point d'exclamation social dans le chat, tu as tous les liens de nos réseaux sociaux, etc. Discord, Twitter, YouTube, etc. etc. Donc plutôt intéressant comme fonctionnalité. Donc si on regarde là, il y a une petite démo de ce fameux Copilot Chat. Donc vous voyez ici, je vais mettre la vidéo en plein écran pour que vous voyez bien. Donc ça en fait on est dans, on va dire, une interface classique quand on développe. Et du coup, hop, vous allez avoir ici une petite interface juste en bas. Ouais, vous le voyez, non ça va, vous le voyez. Juste ici en fait vous avez une petite interface dans laquelle vous allez pouvoir taper, demander des choses. Donc là il dit propose-moi une correction de bug dans mon code. Donc ce code là qui est écrit dans un langage qui s'appelle Python. Et donc on lui demande de proposer une correction, hop. Et en fait là GitHub Copilot va lui suggérer comme ça tout un tas, tout un tas de petites corrections qu'il va pouvoir directement intégrer, une version du code déjà corrigée. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, voilà, ici il y a un petit bouton qui apparaît qui permet de faire passer la version corrigée directement dans le code. Pouf, et voilà, et le code est corrigé. Donc c'est assez impressionnant, c'est surtout, je dirais, bien pensé en fait en termes d'expérience développeur. L'expérience développeur, c'est un truc qui
qui émerge depuis maintenant, je dirais, 1 an ou deux, même peut-être 2 ou 3 ans, et qui est hyper importante, et parce qu'on se rend compte que les développeurs, quand ils vont choisir tel ou tel... ça sort quand? C'est déjà sorti, je pensais. Attends, je regarderai un petit peu plus loin dans le... je crois, attends, je sais plus, tac, tac, tac. Je crois que c'est déjà sorti. Dites-moi dans le chat, mais... ah non, en version bêta privée, accès encore limité. Donc voilà. En revanche, vous avez la possibilité de rejoindre la liste d'attente dédiée. Donc c'est pas encore sorti, mais ça va pas tarder. Et donc ouais, l'expérience développeur, c'est un truc qui est hyper important parce que toutes les entreprises en fait qui proposent des solutions, des SaaS, ce genre de choses, se sont rendues compte en fait que pour que leur solution soit admise et que tout le monde en fait adhère en fait à leur solution, c'était hyper important que l'expérience développeur, c'est-à-dire que les développeurs qui vont implémenter les solutions un peu partout, ils aient une expérience de travail qui soit hyper agréable. Donc ça passe par de la rédaction de documentation qui soit claire, ça passe par des outils comme ça qui assistent et qui aident, etc. etc. Donc ça, typiquement pour l'expérience développeur, c'est très très bon. Donc on a vu la démo. Alors justement, tu vois en fait Liberty, coucou à toi d'ailleurs, c'est exactement la question suivante. En fait c'est l'article suivant à en parler. Donc GitHub Copilot Chat est en version bêta privée, donc l'accès y est encore limité. En revanche, vous avez la possibilité de rejoindre la liste d'attente. Alors attendez, est-ce que je peux vous donner cette liste? Yes, je vous mets ça dans le chat si jamais vous voulez entrer, essayer d'être whitelisté. Donc dédié pour pouvoir être dans les premiers à tester. GitHub précise que vous devez avoir... Ah oui, alors ça par contre c'est un peu la contrainte. Il faut avoir un abonnement GitHub Copilot au préalable. Je sais même pas combien ça coûte ça, GitHub Copilot. Est-ce que c'est cher ou pas ce genre d'abo? GitHub Copilot... les plans... $10 par mois. Alors pour un individual, donc je pense que ça va être tout ce qui est les indépendants et tout, $10 par mois ou $100 si vous prenez à l'année. Et ensuite pour les business, donc pour tout ce qui est entreprise et tout, c'est 19 par utilisateur par mois. Voilà. Bon, ça peut être intéressant, hein, ça peut être intéressant, la version $100 par année, si vraiment ça vous apporte. Après, c'est ça aussi le truc, quoi. Ça peut être intéressant. Puis là, avec cette nouvelle version, je pense qu'il y a pas mal de gens que ça va aider. Liberty qui dit Copilot, je pense que tu as dû dire tester, et c'est vraiment très utile. D'accord. Ouais, j'ai vu aussi pas mal de gens autour de moi le tester. Moi, à titre perso, pas trop, surtout que là, depuis que j'anime en fait la commu des clics, je suis plus sur la partie création de contenu. Je dev encore à côté évidemment, mais beaucoup moins qu'à une époque. Mais par contre, j'en ai entendu beaucoup de bien, ouais, en effet. Donc là, c'est cool parce que ça va rajouter de la feature. Et c'est il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la partie chat. Il y a d'autres nouveautés. Donc ça me fait une superbe transition. Autre nouveauté, Copilot for pull request. Donc pour mettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est qu'une pull request? Quand on développe, souvent on développe à plusieurs personnes par exemple sur un même projet, et donc on va faire en sorte en fait d'avoir on dit pusher, on va pousser notre code en fait sur un serveur, d'accord? Donc imaginons que notre code on l'envoie sur un ordinateur à distance en quelque sorte, et tout le monde va pousser sur ce même ordinateur, ce même serveur, pour pouvoir en fait avoir un code commun. Et donc dès qu'il y a des changements qui se font, tout le monde peut se resynchroniser dessus, d'accord? Sauf que quand on veut faire ça, il y a toute une procédure en fait à mettre en place, et on fait notamment ce qu'on appelle des pull requests, c'est-à-dire que j'ai par exemple le projet sur mon ordinateur, je vais rajouter du code, je vais l'envoyer à ce serveur distant, et donc il y a un certain nombre de sécurité, c'est-à-dire qu'on va demander, on va pas arriver et puis laisser n'importe qui pousser du code. Il faut en fait que le code soit validé par d'autres personnes pour être inclus dans le projet. Donc on fait ce qu'on appelle une pull request, c'est-à-dire je demande aux gens, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît accepter en fait que mon code soit intégré, et donc il y a une nouvelle feature par rapport effectivement à ces pull requests qui s'appelle Copilot for pull request, qui est donc une fonctionnalité basée sur GPT-4 qui permet la prise en charge des balises alimentées par l'IA dans les descriptions de pull request par le biais d'une application GitHub. Ces balises sont automatiquement remplies par GitHub Copilot sur la base du code modifié. Donc en termes clairs, cette petite fonctionnalité supplémentaire va vous permettre en fait,
va permettre à l'IA d'analyser le code que vous voulez soumettre et va vous suggérer en fait une description de pull request en rapport. Donc du coup, c'est plutôt cool, ça vous évite de vous casser la tête à réfléchir comment décrire. Voilà, vous voyez dans la démo, il y a eu juste un mot qui a été écrit, le this, tac, et il y a tout qui est suggéré. Donc this pull request, add support for blablabla. Et donc en gros après on n'a plus qu'à push. Voilà, tout est suggéré directement par l'IA, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, donc pour terminer sur cet article, donc ils disent que c'est qu'une première étape pour les pull requests, que GitHub indique vouloir continuer à faire évoluer le produit. Ils disent nous testons de nouvelles fonctionnalités en interne où GitHub Copilot suggérera automatiquement des phrases et des paragraphes au fur et à mesure que les développeurs créent des pull requests en tirant dynamiquement des informations sur les changements de code. Voilà, donc c'est cool. L'IA s'invite aussi chez les devs. Il y a des choses qu'on connaissait déjà et après cette suggestion de pull request, je sais qu'il y a plein de gens qui avaient développé des petits plugins ça et là. Donc c'est une fonctionnalité qui existe, mais là au moins c'est bien intégré à GitHub Copilot, donc c'est plutôt cool. Voilà les amis pour cette actu-ci. Alors je suis allé directement sur le billet de blog de GitHub et ils ont rajouté quelques trucs de plus que j'avais pas trouvé sur cet article. Tac, donc les pull requests, j'ai vu quelques autres trucs. Ah oui, c'était ça. Il y a une partie sur la documentation aussi. Donc ils disent qu'en gros il y aurait... la phrase c'est ça, on lance donc GitHub Copilot for Doc qui serait une espèce d'outil expérimental qui utiliserait pareil une interface de chat pour pouvoir en fait alimenter de la documentation. Et donc hello Benta, quoi toi. Et donc là il montre un peu une petite démo où effectivement ça me fait penser un peu à une fac dynamique, quoi, une foire aux questions dynamiques où on peut comme ça rédiger une question. Voilà, qu'est-ce qu'une PR et comment l'utiliser. Paf, on a un système de recherche. Et hop, on a la réponse qui est faite. Donc, en fait, ça serait plus cela dans un sens de documentation. Voilà, sur une partie documentation qui permettrait en fait d'aider toujours à l'expérience développeur. Voilà, c'est plutôt cool. Bien intégré, bien fichu. Et après, est-ce que j'avais vu d'autres features? Alors, attendez. Ouais, après il y a aussi la partie pour la CLI, enfin la Command Line Interface. Donc en gros, il y aurait aussi une partie copilote en version CLI. Donc pareil, pour être bien intégré dans tous les environnements. Voilà un peu pour cette petite nouveauté GitHub Copilot X qui arrive donc très très prochainement. Vous pouvez vous inscrire du coup sur la waitlist. J'espère que ça va vous plaire. Hello Merliot qui nous rejoint ce matin, coucou à toi. Hop. Voilà, alors les développeurs et les développeuses, j'espère que ça va vous plaire. S'il y a des gens qui arrivent à être whitelistés, surtout dites-le moi. Je veux bien des retours d'expérience sur ce genre de choses. Et puis voilà, après j'essaierai de... Alors un truc ce qui m'embête, c'est que c'est un abonnement payant. Faudrait que je vois comment le tester. Mais voilà, s'il y avait vous avez des retours d'expérience là-dessus, moi ça m'intéresse bien. On enchaîne avec l'article suivant, un article, alors là cette fois-ci on part du dev et on va plus sur la gestion de projet. Et on va parler du coup de Microsoft qui lance un nouvel outil qui s'appelle Loop et qui serait un concurrent en fait d'Asana ou de Notion, ce genre d'outil, mais avec un gros avantage supplémentaire qui est que ça serait complètement intégré à la suite Microsoft et donc plutôt intéressant pour les gens notamment dans les grosses entreprises qui bossent que sous Teams, en gros toute la suite Microsoft. Je lis vite fait l'article et puis après on va le tester. Donc vous voyez là c'est l'interface de Loop, c'est cet outil-ci, on va pouvoir le tester, donc loop.microsoft.com. Donc rapidement, que dit l'article de 01net? Ils disent voici un nouveau concurrent de taille pour Notion, Microsoft Loop. Hello Olivier, coucou à toi. Microsoft Loop qui rassemble toutes les applications Microsoft 365, donc Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. dans des espaces de travail et des pages qui peuvent être partagés. L'outil est déjà disponible en preview. Ok, on va regarder la vidéo de démo. Donc Microsoft Loop permet de collaborer dans des espaces de travail partagés en utilisant de manière transparente les outils
toujours très populaire de Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent ainsi créer différents projets et interagir avec une grande flexibilité, comme le montre l'entreprise dans sa vidéo de présentation que vous pouvez retrouver à la fin de cet article. Donc je pense que c'est celle-ci. Pour être très clair et être complètement transparent, ils ont vraiment pompé Notion, quoi. Franchement, au niveau de l'interface et tout, c'est vraiment Notion. Donc il y a cette notion de workspace, de page, etc. Mais il y a quelques petits trucs supplémentaires qui sont plutôt cool. Bon, déjà le fait que ce soit intégré à la suite Microsoft, mais il y a aussi un système de composants dynamiques qui est plutôt cool, qu'on regardera juste après, et je vous ferai le petit test. Donc on regarde vite fait la vidéo. Déjà je vous propose de regarder la vidéo. Je vais couper le son pour pas nous faire strike. Oh, quoi que non, je pense qu'on peut le... Non, on peut le mettre. Alors, je vais couper la musique par contre. Hop. Et on va regarder ça au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Olivier qui dit j'ai un collègue qui veut essayer de le tester. Il me dit que c'est un Notion killer juste parce qu'il rassemble tous les outils. Ouais, mais on va le tester juste après, Olivier. C'est parce que c'est accessible en preview. Je te montre ça juste après la vidéo. Et Notion Killer, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les grosses boîtes, je pense que les gens ils vont bien kiffer, quoi. Ok, donc ça, c'est la vidéo. Say goodbye to the frustration of jumping between apps and losing track of documents and ideas. Microsoft Loop transforms the way you work, so you can think, plan, and create together like never before. Loop is made up of... Donc, vous voyez déjà l'interface. L'interface, c'est quand même vraiment très très ressemblant. Hello, Chide, bienvenue à toi. Olivier qui dit mais la preview n'est pas dispo dans son école. Ok, ça roule. Bah, je te montre juste après, tu verras. Donc là oui clairement Margot, c'est complètement pompé là de Notion. Après dans les faits, je pense que ça c'est une vidéo démo. On regardera après, mais moi je suis en version dark mode par défaut. Je pense qu'il doit être calqué sur mon navigateur. Bon, on regarde ça et on fera le test après. Workspaces, pages. Voilà, donc la notion de workspace et de page, ça c'est quelque chose de très propre à Notion aussi. And components. Et alors là, cette fameuse notion de composants qu'on testera, qui sont des espèces de bouts dynamiques en fait que vous pouvez plugger un peu partout. Ça, je trouve ça plutôt malin. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez très bien imaginer que typiquement vous faites vos petits boards, vos petits trucs de tracking, comment dirais-je, je sais pas moi, vous avez par exemple des prestats qui sont intégrés, qui sont en dehors de votre boîte, vous voulez créer des petits éléments d'avancement du projet et tout, vous pouvez très bien utiliser en fait ces petits composants à l'extérieur. Pour des gens qui sont extérieurs, partagez vos composants et tout est dynamique, et si jamais c'est mis à jour dans votre espace, c'est mis à jour ailleurs. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Je sais pas si il faut être intégré à l'équipe ou pas, mais en gros, cette idée de composant, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de dynamique qui puisse être partagé un peu partout, à la manière de Figma ou ce genre de choses. Olivier qui dit Microsoft aurait pompé Notion comme Facebook et pour TikTok et autres. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. Let's break it down. Create together with shared workspaces. Voilà, donc ça c'est les workspaces. En gros, c'est quand vous arrivez directement sur la page, vous pouvez créer un workspace. Bon, j'imagine que c'est un peu la même notion que des teams et travailler à l'intérieur. For each of your projects. On the Loop homepage, you can access all your existing workspaces and create new ones. In a Loop workspace, you can bring everything you need for your project together in one place. To kick off a workspace, Loop can even do... Ouais, donc il y a un système de moteur de recherche qui est pas mal. C'est là que ça devient intéressant, c'est que quand vous utilisez typiquement la suite Microsoft 365, vous avez peut-être plein d'infos qui sont dans plein de types de docs. Donc là, je peux peut-être vous mettre en plein écran. Vous voyez, donc il y a les petits logos ici. En fait, quand on recherche, qu'on tape marketing par exemple, en fait, derrière, ça va chercher dans plein d'autres documents. Et après, on pourrait en gros directement les choper, ces documents-là. Je vous montre juste après. Voilà, on sélectionne directement en fait les documents qui nous intéressent. Et hop, on peut directement les drag en fait dans l'outil. Après, ça c'est très théorique. Faut toujours voir comment ça va faire dans la réalité, mais en tout cas, c'est un peu le principe. Continue adding to your workspace you Je need for remets your ça sans parler. project together in one place. To kick off a workspace, Loop can even do the searching for you, making it easy to add existing project-related information and organize it into pages. Continue adding to your workspace as your project evolves and organize it the way you want.
Loop pages are flexible canvases where you can react, comment, and build on each other's ideas. Notifications help you track the things you care about and focus on what matters, all while staying in the flow Voilà, donc pas mal d'outils de collaboration, ce genre de choses, pas mal de le côté social, etc. Pouvoir commenter, avoir des notifs, etc. Bon là, rien de nouveau sous le soleil. of your work. Copilot in Loop helps you ideate and Alors évidemment, Copilot directement intégré à l'intérieur, ça c'est pareil logique, co-create. puisque Get c'est inspired Microsoft with derrière. AI-powered contextual suggestions to transform the way you create together. Donc Don't let voilà, tout un système d'IA qui va vous permettre aussi de créer du contenu plus facilement, voilà, pas mal vous assister quoi. barriers slow your project down. Easily share information with people outside your workspace. Voilà, et alors c'est ça qui a d'intéressant, c'est cette notion de loop component. Donc c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, vous pouvez créer des composants dynamiques et les utiliser en dehors de votre workspace. Donc je vous laisse voir ça. Slow your project down. Easily share information with people outside your workspace with Loop components. Components are portable pieces of content that stay in sync across all the places they have been shared, no matter where they are updated. Vous voyez? Donc en gros, vous pouvez le partager partout en fait, et ça je trouve ça plutôt intéressant si jamais dans les faits ça fonctionne bien quoi. You can share components and create new ones, like lists, tables, paragraphs, and more, across your favorite Microsoft 365 apps. You're always in control because it's easy to see where components were shared and Voilà, donc un système aussi de localisation des composants, vous pouvez directement aller retrouver en fait où est-ce que les composants sont situés. who has access. However you work, wherever you work, Loop enables teams to think, plan, and create together like never before. Voilà pour la petite vidéo démo. Donc moi je trouve que c'est très ça donne envie. Après ils sont très bons à Microsoft pour faire des vidéos de bande-annonce. Là récemment ils avaient fait pareil pour Microsoft Designer et quand tu vois le truc derrière que ça a donné, moi j'étais un peu déçu. Mais je trouve ça plutôt bien fichu en tout cas. Je suis désolé, je regarde en même temps, je rattrape le chat. Coucou à toi Benter, coucou à toi. Très content de t'accueillir ce matin. Le search est comme Spotlight de macOS ou Zia 2O, dit Olivier. Ouais, bon, de toute façon, après, ce qui fonctionne bien, ils le réutilisent, hein, ils se prennent pas la tête. Ces composants, c'est un peu l'équivalent des composants dans React, par exemple, ou bien des iframes que tu pourrais mettre sur un site web. Ouais, moi, ça me fait tout à fait penser ce que je te disais à Figma même. Figma, tu vois, pareil, tu peux avoir des librairies de composants que tu partages à l'extérieur, etc. Et ça, c'est plutôt une chose cool. Alexis qui met, on va pouvoir utiliser leur puissante IA Microsoft Designer dans les loops. Bah, tu vois, t'avais très bien deviné. De toute façon, en ce moment, Microsoft, c'est IA++, vu qu'ils ont la main complètement dessus, quoi. Donc, avec OpenAI, donc, oui, ils l'intègrent un peu partout, quoi. Benter qui dit je t'ai découvert chez Bastille, let's go. Alors comment ça chez Bastille du coup, c'est sur un stream parce que des fois je traîne un peu sur tous les streams, j'aime bien discuter, regarder ce qui se fait, etc. Voir quelles sont les nouveautés et donc quand j'ai besoin de savoir quelles sont les nouveautés en design, évidemment je vais chez l'ami Bastille. Bah dis-moi en plus, ça m'intéresse hein, en tout cas. Voilà un petit peu donc pour cette nouveauté. Bon, que dit l'article après? Outil collaboratif qui centralise un maximum de fonctionnalités n'est pas une idée simple à matérialiser. Microsoft semble donc laisser le temps pour proposer une version aboutie de Loop. Ouais, bon, là, il n'y a pas beaucoup plus. Ainsi, vous pouvez créer... Bon, en fait, la vidéo résume assez bien tout ce qui a été dit dans l'article. Juste ce dernier paragraphe. Enfin, la dernière fonctionnalité phare concerne les composants, qui sont donc des morceaux de contenu qui sont synchronisés partout où vous les avez modifiés, partagés. L'idée ici est de pouvoir partager des informations avec des personnes qui ne font pas forcément partie de votre espace de travail. Ces petites cartes peuvent prendre la forme de textes simples, de listes, de tableaux, etc. Le tout fonctionne évidemment en synergie avec les applications Microsoft 365, ce qui est probablement le meilleur argument de Loop. Et donc, vous pouvez tester en version web, iOS et Android. On va regarder ça de suite. Olivier qui dit, bon, c'est beau tout ça, mais dans la réalité, ça correspond à quel problème et qui aurait besoin de ça en même temps? Ben, moi, je te dis, le cas classique, c'est bah, typiquement dans une grosse boîte, tu peux des fois avoir des workspaces en fait perso sur lesquels toi tu bosses, dans lequel tu vas travailler, tu vas avoir des KPI, tu vas avoir tout un tas d'outils de mesure et de métriques.
Et par exemple, tu peux avoir des gens qui sont intégrés, qui sont extérieurs, mais où tu n'as pas en fait spécifiquement envie qu'ils accèdent à tout ton workspace. Et donc, bah, tu peux très bien créer tes propres composants basés sur de la donnée dans ton workspace et partager uniquement ce que tu veux vers l'extérieur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça que je vois comme utilité principale. Après, peut-être que potentiellement aussi, ils peuvent, si jamais c'est vraiment déportable à l'infini vers d'autres utilisateurs, on peut très bien imaginer qu'il y a des gens, enfin qu'il y a une espèce de marketplace, une marketplace commune à toute la commu, et puis créer des outils de tracking qui sont partageables. Je parlais de Loop globalement, je suis d'accord pour les composants. Loop, alors après pour moi, je pense que ça va... Moi, je pense que ça va particulièrement toucher les gens dans les grosses boîtes, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Enfin, moi, pour avoir travaillé dans un groupe bancaire, notamment, tu peux pas accéder à tous les outils que tu veux. Et par contre, ils ont en fait des accords avec des grosses boîtes. Donc, Microsoft, généralement, ça fait partie vraiment des refs, où en gros, tu ne peux pas sortir tu peux pas utiliser des outils comme tu veux et dire je vais faire mes trucs sur Notion. Tu es obligé en fait de rester dans ton cadre. Donc toutes les grosses boîtes qui ont des contrats par exemple avec Microsoft actuellement, qui utilisent Teams, qui utilisent toute la suite, ils n'avaient pas en fait ce genre d'outils type Notion. Et du coup, en fait là ils accèdent à un outil beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable et qui est intégré directement à toute la suite. Et donc je pense que eux ils vont être vraiment ils vont kiffer quoi. Après des gens qui sont extérieurs, genre moi qui bosse dans une agence par exemple où on est une dizaine de personnes, on a déjà Notion d'intégrer, c'est sûr que pour nous ça va rien changer. Mais par contre t'as beaucoup de grosses boîtes où pour eux ça clairement ça peut être un outil de gestion de projet qui est bien meilleur quoi. Margot qui dit trop d'outils de gestion de projet, la gestion de projet, chacun veut faire le sien. Tous ceux qui s'inspirent de Notion devraient tous se réunir pour améliorer Notion plutôt que chacun fasse le sien. Ça devient trop compliqué à force. Ceux qui sont sur Notion ne vont pas changer pour un autre. Ça impacte trop. Je suis d'accord Margot, mais moi c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que pour moi c'est pas... en fait l'idée là c'est pas forcément d'aller chercher des nouveaux utilisateurs, enfin d'aller chercher les utilisateurs de Notion. Ça va plus toucher, je pense, pour moi c'est plus en mode... Microsoft égale grosse boîte, gros outils, gros machin, et en fait ils n'avaient pas forcément un équivalent de Notion. Et aujourd'hui, quand tu voulais faire de la gestion de projet, de la doc ou ce genre de choses, souvent c'était plutôt les suites Atlassian ou ce genre de choses, mais Microsoft avait rien en fait d'équivalent à Notion. Et donc voilà, à mon avis, ils n'ont pas cherché à essayer d'inventer un truc, mais c'est juste qu'ils voient que Notion ça cartonne, que tout le monde adore, qu'en termes d'expérience c'est trop fort. Et du coup, ils se disent, ok, let's go, pour tous les clients qu'on a déjà, tous les grands groupes qu'on a déjà, pourquoi ne pas leur proposer le même outil, en fait, mais intégrer à notre suite, quoi. Pour moi, c'est juste ça, quoi. Ça apporte, en fait, un côté beaucoup plus sympa aux utilisateurs qu'ils ont déjà, ça apporte de la plus-value à leur suite. Mais après, en soi, je pense que les gens qui sont déjà sur du Notion et qui, par exemple, n'ont pas ce type de contraintes dont je vous parlais, qui peuvent utiliser ce qu'ils veulent, ils resteront sur Notion, c'est sûr. Lily Monade, première fois dans le chat, coucou à toi. Excuse-moi, mais ça veut dire quoi tracking pour toi? Je suis perdu. Alors, pour être plus explicite, moi, imaginons que tu es dans une grosse entreprise, par exemple, voilà, comme je disais, une banque. Tu vas créer, je sais pas moi, demain tu vas refondre les sites internet de toutes les banques par exemple, imaginons, je sais pas moi, j'invente au fur et à mesure, tu as besoin en fait de savoir où en est ton projet. Voilà, par exemple, je sais pas moi, tu as un site que tu es en train de développer, il reste par exemple 6 fonctionnalités à développer et tu bosses avec des gens qui par exemple sont externes. Typiquement, tu peux avoir en fait un espèce de petit board avec un truc en mode pourcentage du projet réalisé et partager ce pourcentage-là. Mon exemple est débile, on est d'accord, hein, mais c'est juste pour te dire que quand tu es dans un projet par exemple et que tu veux savoir où sont les choses, etc., combien il reste de tickets à traiter, combien il reste de voilà, où en est l'avancée du projet finalement, tu peux mettre en fait des petites interfaces, on va dire, oui voilà c'est ça, du track d'avancement tout simplement, avancement du projet, là on est vraiment dans un cas de gestion de projet, mais c'est des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres quoi, et l'idée c'est de se dire, tous tes petits outils, on va dire, d'avancée du projet ou qui te permettent de poser des chiffres un peu et de voir où tu en es, typiquement, tu peux les partager vers l'extérieur, mais tu n'as pas forcément envie que des gens rentrent dans ton workspace, donc du coup, tu vas le partager via ces composants-là, quoi. Techniquement, ce que tu dis a du sens, mais commercialement parlant, une boîte veut sa part de client à lui et pas... Alors attends, il faut que je relise cette phrase. Techniquement, ce que tu dis a du sens, mais commercialement parlant,
Une boîte veut sa part de client à lui et pas à la concurrence. J'ai pas trop compris, je suis désolé si tu peux réexpliquer. Parce que ça me perturbe de ouf, comme je bosse dans le motion tracking. Ah oui, d'accord, ok. Non, aucun rapport, aucun rapport. Non, c'est pas tracking. Alors, si tu bosses dans le motion tracking, par contre, on a une super... j'ai une super info que je te partage juste après, ici là, où là pour le coup c'est du tracking de visage, tu vas voir c'est hyper impressionnant, mais j'en parlerai juste après. Wow, le temps avance de ouf. Je vous montre ça rapidement les amis, du coup l'interface, donc vous pouvez y accéder via look.microsoft.com, il faut s'authentifier et puis voilà. Donc là on arrive sur la partie des workspaces, il y en a une du coup de base en Getting Start qui je pense est pour montrer un peu ce dont on est capable. D'ailleurs est-ce qu'on peut vite fait, j'ai pas encore accédé celle-là. Voilà, donc ils mettent les basics etc. L'interface c'est du Notion, on est d'accord, hein, franchement c'est Notion bis quoi, légèrement remanié mais c'est du Notion quoi. Ok, send feedback. Ah ben voilà, vous voyez ça par exemple, send feedback. Ça par exemple, typiquement, vous pouvez très bien avoir un composant avec un formulaire qui permet de dire à tous les acteurs d'un projet, envoyez-moi vos feedbacks, et donc vous partagez ce petit composant et n'importe qui peut le faire, même à l'extérieur, quoi. Ça par exemple, c'est un truc qui est possible. Ok, si je regarde moi, si par exemple je vais en créer, donc je vais revenir sur la page, hop, donc je vais ajouter un espace de travail. Super, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Hier j'avais testé, il n'y avait pas de souci. Ah non, c'est l'effet démo ça. Tac. Ah voilà. Donc un nom, imaginons, on va dire le workspace déclic. Je crée. Ok, donc là je vais dire, je sais pas moi, ma super documentation. Ok, donc là il y a le même principe voilà, d'insertion de blocs avec les slash ou avec des hâtes. On peut citer des gens avec un arrobase par exemple. Là ça marche pas parce qu'en fait comme c'est mon compte il n'y a que moi. Et ensuite on peut insérer, donc on peut taper directement ici, pouvoir insérer des blocs en théorie. Alors, attendez, ouais bon, c'est une bêta, il y a des trucs un problème est survenu, on adore, trop bien. Alors hier je teste, tout fonctionne et là maintenant il n'y a rien qui marche, c'est trop bien. Est-ce que je peux recharger? Est-ce que ça sauvegarde automatiquement? Non, bien sûr. Bon, je vais aller directement dans le Getting Started. On va voir, ça marchera peut-être mieux. Hop. Oh là là, c'est pas vrai. Ah voilà. Donc ça marche, c'est bon. Donc quand je mets un slash, j'ai accès à tous les blocs. On le voit ici. Titre de niveau 1, machin, bidule, truc. Ok, donc imaginons je vais faire un titre, je sais pas moi, tout doux du jour. Tac, puis après je vais faire une liste à puces. Tac, faire à manger, faire les courses, faire du sport. Bon voilà, rien de particulier. Par contre, tout ça, alors là c'est un exemple très bête. Hein. Une fois que j'ai créé mon petit composant machin, hop, ici, j'ai une option qui me permet de créer un composant de boucle. Je crée, wouf. Et ce composant-ci, du coup, je vais pouvoir après l'insérer à peu près partout. Donc là, pour le moment, je vais le faire dans la même page. Je ne vais pas changer de workspace, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc ici, en théorie, alors comment je fais pour récupérer du coup le composant? Je crois qu'il y a un système de copier-coller. Si par exemple je viens ici, tac, option de liaison. Ah oui, c'est là. Donc je peux copier un composant, voir qui a accès et voir les emplacements partagés. Donc je copie mon composant. Il va me filer une petite URL. Tac. Et ensuite, je peux aller le paste ailleurs. Donc là, je le fais dans le même workspace, mais normalement, ça marchera aussi pour un autre workspace. Je colle mon truc et poum, voilà, j'ai ma liste ici. Et ce qu'il y a de cool, c'est que si jamais je reviens donc sur mon composant initial et que je rajoute un truc, faire les devoirs. Je sais pas pourquoi je mets ça, voilà. C'est bien mis à jour normalement de ce côté-ci. Voilà, tout est à jour. Donc pas mal ce petit système de composants, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est plutôt bien. Pour moi, c'est vraiment, je vous dis, c'est une intégration de... C'est un Notion juste appliqué à la suite Microsoft 365. Et je pense qu'il y a des gens qui vont y trouver, certainement leur compte parce que contraints d'être dans la suite 365, quoi. Voilà un peu pour ce petit tour rapide. Mais évidemment, je vous invite à les tester. J'ai vu qu'il y avait, du coup, ils disent que c'est aussi disponible sur téléphone, mais j'ai pas testé la version telle. Donc voilà.
si jamais, n'hésitez pas. Je relis vite fait le chat. Alors, en fait, vous parlez entre vous, j'ai l'impression. Loop a beaucoup de sens si tu es déjà entre Office 365, sinon Loop n'est qu'un concurrent parmi eux. Je suis d'accord avec toi, Olivier, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En vrai, on n'utilise pas Notion, on gère juste les projets GitHub, mais c'est vrai que c'est pratique, donc pourquoi pas utiliser tel outil. Voilà. Ouais, non, mais voilà, moi, comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment plus adressé aux gens qui sont déjà dans la suite. Alors, on va enchaîner du coup, parce que je vois que l'heure passe très très vite. On va enchaîner rapidement avec l'article suivant. Il s'agit d'un article de Numérama. On va pas aller trop dans le détail, mais je voulais juste vous tenir au courant. Donc, il s'agit de TikTok. Un article sur TikTok assez important, puisqu'en ce moment, c'est une période assez cruciale. C'est ce que je vous disais en préambule. Pour vous resituer dans le contexte, il faut savoir que TikTok, du coup, les États-Unis, pour être plus précis, les USA, remettent en cause en fait l'utilisation de TikTok. Et le Congrès américain, notamment, se pose la question d'interdire purement et simplement l'utilisation de TikTok. En fait, tout le gouvernement en place, Biden, est assez est visiblement rangé derrière cette idée-là et cet objectif-là, de ce que j'en lis en tout cas. En fait, le souci, on en a déjà vu sur d'autres matinales, c'est que ils accusent plus ou moins TikTok d'être une espèce d'application espion qui permettrait au gouvernement chinois, donc communiste, d'avoir accès en fait à un certain nombre de données grâce à ça, puisque apparemment en Chine il y a une loi qui permettrait, qui obligerait les entreprises même privées à collaborer avec les services de renseignement chinois. Voilà, ça c'est le pitch de base. Et du coup, TikTok se devait là d'aller de collaborer du coup avec l'administration américaine. Et donc hier, en fait, il y a l'un des responsables, je crois que c'est le grand boss d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Patron de TikTok. Alors, Xu Zhiqiu. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je vais l'appeler Monsieur Chu, si ça vous va, parce que si je dois dire ça à chaque fois, ça va pas être pratique pour moi. Et donc, ce monsieur Chu, du coup, devait en fait se rendre auprès du Congrès américain pour justifier un peu des activités et essayer d'argumenter, de dire pourquoi est-ce que en fait, non, TikTok peut très bien fonctionner, on ne collabore pas avec les services chinois, etc., etc. Bref, c'était un peu le pitch de départ. Et donc, c'était hier en fin de journée qu'a eu lieu en fait l'audition. Olivier qui dit le Canada a demandé à ne plus utiliser TikTok au niveau gouvernemental. Alors au niveau des États-Unis, c'est déjà le cas. Si je me trompe pas, je pense avoir lu ça à plusieurs endroits où en gros tout ce qui est téléphone auprès des personnes qui composent le gouvernement, etc., ils sont interdits d'utiliser TikTok, quoi. C'est déjà, il y a déjà des interdictions à ce niveau-là. Rapidement, donc, le 23 mars 2023 marque-t-il le début de la fin pour TikTok? J'adore ce genre de titre bien accrocheur, bien putaclic, on aime ça. Auditionné par le Congrès américain qui envisage d'interdire TikTok aux États-Unis, le patron du réseau social préféré des jeunes espérait sans doute pouvoir se défendre. Hélas, Xu Zhiqiu, JP cité par là, dis-moi si je prononce bien, qui a tenté de calmer les élus américains en commençant son discours introductif par une courte autobiographie. Il est né à Singapour, il a étudié en Angleterre et réfute donc ses liens avec la Chine. Donc en fait, il a un peu argumenté comme ça. Sa matinée a donc été très mouvementée. Pendant presque 6 heures, Xu Zhiqiu a dû faire face à des accusations des représentants américains persuadés qu'il travaille secrètement pour le Parti communiste chinois. L'entrepreneur a tenté de se justifier à plusieurs reprises avec des remarques violentes, j'ai sauté une ligne, pardon, a tenté de se justifier à plusieurs reprises, souvent en essayant d'expliquer un contexte plus global, mais n'a eu droit qu'à des remarques violentes et des coupures de parole. Donc de ce que j'en ai compris, je pense que les mecs, ils l'attendaient pour vraiment le cuire, quoi, et ils n'étaient pas trop dans la négociation et dans la discussion. Je dis les mecs, mais c'est les mecs et les nanas, évidemment. Le 23 mars pourrait être fatal à TikTok, qui semble faire l'unanimité auprès de la classe politique américaine, qui ne semble pas faire l'unanimité, je pense que ça doit être.
Quel était l'objectif de l'audition pour le 23 de ce 23 mars? C'est un peu la question qu'on se pose, puisque dès le début de la séance, plusieurs représentants américains ont rapidement fait comprendre au patron de TikTok qu'il n'était pas leur égal. La représentante Rogers, qui a malmené le patron de TikTok en l'accusant de censurer des génocides commis par la Chine et d'espionner des journalistes, a rapidement donné le ton en concluant son interrogatoire de la manière suivante: TikTok est une arme du Parti communiste chinois pour espionner les jeunes générations. Fin de citation, c'est elle qui le dit. Donc voilà, en gros, ça a duré 6 heures, ça a été très très chaud pour le gars, et visiblement, ben voilà, ils ont l'air déjà ils étaient déjà convaincus que de devoir retirer l'application avant même de commencer quoi que ce soit, quoi. Donc lui, il s'est défendu un petit peu, il a dit que l'application n'était pas disponible en Chine, que ByteDance, donc le propriétaire de TikTok, n'était entre guillemets que son propriétaire, mais pas forcément voilà, plus que ça, que c'était une question de statut, quoi. Que 150 millions d'Américains l'utilisaient, que ce n'est pas utilisé que par les jeunes, il y a aussi des plus de 35 ans, qu'il y a des commerces aussi qui en dépendent de TikTok, parce qu'il y a des gens qui arrivent grâce à ça à vivre, quoi. Que la direction de TikTok est composée de plusieurs Américains, que c'est une entreprise privée, et puis il y a également un projet apparemment qu'ils appellent le projet Texas, qui permettrait un peu d'être un peu plus rassuré sur la partie données utilisateurs. Malheureusement, les arguments n'ont pas fait mouche visiblement auprès du Congrès américain, qui est resté fidèle à sa ligne. Donc je passe rapidement parce que l'article est assez long et j'ai pas envie de vous embêter trop avec ça. Donc malgré plusieurs heures d'audition, le sujet de la Chine et du communisme est revenu systématiquement. Heureusement, il y a eu quelques vrais moments de débat lorsqu'une députée de New York notamment a interrogé Chu sur la responsabilité de TikTok vis-à-vis des minorités qui peuvent souffrir du choix des algorithmes, et puis la question de l'addiction aussi, évidemment, qui est très très présente sur TikTok. Voilà. Que Olivier me dit, en gros, la conférence était: vous n'êtes pas innocent tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, alors taisez-vous. Ouais, c'était un peu la direction qui a été prise, mais bon, voilà. Après, ce qui est un peu dommageable, je trouve, c'est que tu t'essayes de faire venir des gens dans un but de négociation, parce que tu peux pas arriver à interdire comme ça TikTok sans aucune raison, et en fait tu vois qu'il n'y avait pas de discussion, quoi. Donc je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Peut-être qu'ils ont déjà en fait suffisamment de preuves qui leur prouvent que TikTok doit être stoppé aux États-Unis, mais voilà. Et donc la conclusion un peu de tout ça, c'est de dire que vu le ton employé par le Congrès américain, qui s'est montré encore plus agressif que lors de l'audition de Zuckerberg, donc le patron de Facebook et de Meta, en 2018, là apparemment c'était encore plus hardcore, et donc il faudrait un miracle pour que les États-Unis abandonnent leur charge contre TikTok. Le réseau social chinois semble condamné à changer, reste à savoir avec quelle intensité. Donc c'est un peu chaud, hein, parce que si jamais typiquement demain ils interdisent complètement TikTok des États-Unis, déjà ça peut donner des idées à d'autres, typiquement ça peut donner des idées à l'Europe ou ce genre de choses, et puis potentiellement ça peut être une catastrophe, parce qu'ils ont une grosse partie de leurs utilisateurs qui sont présents là-bas, quoi. iChronic, coucou à toi, merci beaucoup du follow. La tendance, voilà, la tendance du Congrès américain semble à l'interdiction totale, hein. On parle d'interdiction totale, c'est ce qu'il y a de noté. Personne ne semble en faire confiance à TikTok lorsqu'il s'agit d'isoler les données des Américains. La piste de la vente n'a pas beaucoup été plus abordée, parce que je vous rappelle qu'ils avaient mis un ultimatum en disant vous devez vendre, sinon on l'interdit, mais bon, visiblement ils en ont pas reparlé. Et ça, c'était une idée que Donald Trump avait déjà mis sur la table en 2020 apparemment. Donc voilà, c'est chaud quand même, parce que là si effectivement il y a interdiction totale, ça veut dire qu'ils se privent d'une grosse partie de leurs utilisateurs. Ça veut dire aussi que ça peut donner des idées à d'autres personnes ailleurs dans d'autres pays, et ils sont déjà dans le viseur de pas mal d'autres gouvernements. Donc c'est chaud, parce que TikTok est un peu à son essor, et ça pourrait mettre un gros coup de frein et voire stopper carrément le réseau social, quoi. C'est un peu l'idée. L'Inde a déjà banni TikTok. Je sais pas, Olivier. Fais voir, attends, je regarde. Si je marque TikTok banni Inde. Ah ouais, t'as peut-être raison, hein. T'as peut-être raison. Il y a un article du siècle de digital qui date de juillet 2020. Ouf, ah ouais, ça remonte quand même. Peut-être que ça a changé depuis, je sais pas.
dit TikTok est désormais banni en Inde. Interdiction en représailles d'un affrontement meurtrier entre les forces de... Ouais, d'accord. Bah, je sais pas si c'était définitif ou si c'était juste de passage, mais c'est possible en effet. Donc oui, il y a plein d'autres endroits où justement il est question de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à accepter ou pas quoi. Oracle devait repeindre, je sais pas, la gestion de TikTok, une grande amie de Trump et un CEO qui préfère détruire la concurrence pour son plus grand bien. Alors ça, effectivement, c'est aussi une question sous-jacente, Olivier. C'est que si demain en fait il y avait des bâtons dans les roues pour TikTok et que c'était interdit dans plein d'endroits, ça veut dire que ça ferait la belle affaire des entreprises américaines que sont notamment Meta, qui détient Instagram et Facebook. On sait bien qu'ils sont en perte de vitesse en plus en ce moment. Donc passons par le Congrès américain pour interdire le truc et puis let's go, ça détruit la concurrence. C'est aussi une possibilité. Hein. Moi je suis pas dans les secrets des dieux, hein, mais c'est possible. Hein. Possible. Ça ferait vraiment en tout cas la belle affaire je pense d'Instagram et de Facebook clairement parce que là TikTok en ce moment ils font mal à pas mal de gens quoi. NX qui dit on accepte l'espion américain mais pas les chinois. Ah mais ça c'est un peu le c'est un peu le côté langue de bois je trouve de ce procès. Je suis assez d'accord avec toi, ça n'engage que moi, mais ça me fait très rire en fait quand ils te parlent d'espionnage de machin et en gros ils défoncent je dis pas, peut-être que TikTok effectivement est très mauvais, j'en sais rien moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même très drôle que ce soit les États-Unis qui viennent te parler d'intrusion, d'addiction des réseaux sociaux, etc. Alors que ça fait quand même 15 ans qu'ils nous en tartent dans tous les sens entre les Facebook, les Instagram et compagnie quoi. Comme on dit chez moi, c'est un peu le camembert qui dit au Roquefort tu pues quoi, tu vois. C'est franchement tu te dis attends vous nous parlez de ce genre de choses mais ça fait 20 ans que vous nous traquez dans tous les sens, c'est un peu chelou quoi. Oui, la concurrence extra-américaine est très mauvaise pour le bloc de l'Ouest. Ouais, après il y a des enjeux je pense qui nous dépassent clairement. Moi je rentre pas dans ces considérations là parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Mais au moins je peux avoir un avis sur le fait de dire que c'est quand même très drôle qu'ils nous parlent de ça, qu'ils nous parlent d'addiction et compagnie alors que c'est un peu eux qui sont à la base de tout ça, de tout ce qui est réseaux sociaux et tout quoi. Voilà, il faudrait un réseau social européen. Eh ben bonne chance. Déjà ils ont pas réussi à monter une plateforme de streaming française. Et c'est dommage, hein, parce que moi j'étais le premier à le dire, franchement. Comment ça s'appelle j'ai déjà oublié. Salto. Moi j'ai trouvé que c'était un super produit quoi. Après c'est sûr qu'en termes de contenu c'était beaucoup moins fourni que d'autres entités comme Netflix ou autres, mais ça restait un bon produit. Mais oui, si on pouvait avoir un réseau social européen ça serait top. Après c'est pas... Il y a du boulot quoi. Il y a du boulot. Ok les amis, on enchaîne avec la suite. Je pense qu'on va exploser. Ouais, il est 9h30, on va un peu exploser au niveau de comment dirais-je, du temps. Tac. Alors, l'article suivant est assez intéressant et beaucoup plus intéressant que de prime abord parce que moi au début je me dis chouette, une feature de plus, mais en fait il y a plein d'autres impacts à ce que je vais vous raconter. Donc les extensions qui arriveraient sur ChatGPT. Alors, en quoi est-ce que c'est cool et en quoi est-ce que ça va avoir de l'impact ? Ce qu'explique un peu l'article, c'est que on va surtout, enfin le premier impact direct de cet ajout, de cette nouvelle fonctionnalité, c'est que désormais, il sera possible en fait d'utiliser ChatGPT avec des infos ouvertes sur Internet. Jusqu'à présent, c'était uniquement des bases de données qui s'arrêtaient à 2021. Et là, en fait, on se rend compte que en ouvrant la possibilité à des tiers de créer leur propre plugin, on va pouvoir utiliser ChatGPT, mais dans un contexte Internet, et donc aller chercher de l'info beaucoup plus fraîche. Donc je lis rapidement l'article, et vous allez voir un peu les impacts que ça va avoir. Donc derrière cette annonce en apparence technique, figure en réalité une évolution considérable du chatbot. En effet, l'emploi des plugins donne à ChatGPT l'accès à des données actuelles sur le web. Jusqu'à présent, l'agent conversationnel était bridé par ces données d'entraînement qui ne vont pas au-delà de l'année 2021. Résultat, l'outil était incapable de fonctionner efficacement si on lui demandait de réagir à des éléments récents de l'actualité. Il ne pouvait pas non plus effectuer des actions sur le web. Voilà, donc la notion d'action aussi, c'est-à-dire de dire quand tu lui demandes quelque chose, qu'il aille faire quelque chose ailleurs, s'interfacer sur d'autres API, etc., etc. Mais ça change. Ça va changer avec l'arrivée de ces plugins. Alors,
Parmi les exemples donnés par OpenAI, qui est donc la société qui développe ChatGPT, une requête sur les vainqueurs des Oscars. Le chatbot dit avoir parcouru certains articles d'actualité comme CNN ou ABC News qui ont couvert la cérémonie des Oscars ayant lieu donc en 2023, et ChatGPT mentionne Everything Everywhere All at Once, qui est donc un film qui a apparemment tout raflé. Je t'avoue que j'ai pas trop suivi, je suis désolé au niveau des Oscars, mais qui aurait tout raflé cette année 2023. Donc ça c'est un peu la démonstration qu'a fait OpenAI. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans la vidéo de démonstration fournie par OpenAI, la société américaine derrière ChatGPT, que l'outil montre aussi sur quel site il se rend pour récupérer des informations. Ça c'est un truc qu'on avait souvent un peu reproché à ChatGPT, c'est la citation des sources et ce genre de choses. Et donc là visiblement dans cette démonstration en fait, ils vont directement, on le voit ici, oula, un peu trop de zoom. Ils vont directement en fait citer les sources et on peut cliquer directement pour aller trouver où est-ce que l'info a été cherchée. NX qui dit: quand on demande des sources, j'ai jamais eu un lien qui existe, ils inventent la fin des liens. Ah d'accord. Alors est-ce que déjà tu es sur la version plus ou pas? Parce que moi pour le moment j'ai fait que la version gratuite standard. Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une différence à ce niveau-là. Sur quelle version tu es toi? Non, la version gratuite, d'accord. Mais de toute façon, ça, ce truc de source, je pense que c'est un truc qu'ils vont devoir corriger parce que ça fait longtemps que ça leur est reproché. C'est ce qu'a un peu mis en avant d'ailleurs Google avec Google Bard en disant, nous, typiquement, on cite en fait les sources d'où proviennent nos informations. Ça avait été un gros conflit notamment aussi, c'était justement GitHub Copilot, qui allait chercher des bouts de code, etc., qui t'en suggéraient, mais sans donner en fait les sources. Donc ça, c'est un enjeu crucial. En tout cas, sur cette démonstration, il semble qu'ils citent les sources et qu'ils expliquent un petit peu en fait toute la démarche quand on pose une question. Ok, je suis allé sur tel site, tel site, tel site. Donc ça serait une amélioration et visiblement ils iraient un peu dans ce sens-là. C'est ce qui semble être montré. Autre évolution remarquable permise par l'ouverture de ChatGPT aux extensions, ça c'est aussi très intéressant. Le chatbot pourrait servir d'assistant pour donner des instructions qui pourront alors se répercuter sur des services tiers. Donc, moi je vous ai parlé il y a quelques temps notamment de tout ce qui était no-code, etc., où on peut s'interfacer à plein de services à droite à gauche et automatiser des choses. Ça irait exactement dans cette direction-là. Donc, il cite un peu les partenaires qui sont déjà présents sur la première vague. Il y a 11 entreprises. Non, j'ai pas testé Bard Benter. Alors, comment ça s'appelle? Je me suis inscrit pour la waitlist, mais je suis encore waitlisté. Donc, je peux pas encore le tester. Et j'attends du coup d'avoir une réponse positive pour pouvoir accéder. Mais dès que je peux, je vous montrerai. Il n'y a pas de souci. J'ai vu déjà qu'il y avait des captures d'écran, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas encore complètement buzzé. Je sais pas si toi tu l'as testé, mais voilà, moi j'ai pas encore eu l'occasion, donc je préfère vous le montrer une fois que j'aurai l'accès et tester un petit peu l'outil. Donc du coup, pour ces extensions, là pour le moment, ils ont 11 entreprises qui ont rejoint un peu le programme, qui leur permettent de proposer leur propre extension. Donc on a de tout, Expedia, FiscalNote, Instacart. Instacart, c'est un truc pour pouvoir commander de la nourriture, etc. Kayak, voilà, OpenTable, ce genre de choses. Et donc, ils vous donnent un exemple qui est plutôt parlant et plutôt cool. Ils disent, les usages qu'on devine derrière sont évidents. Par exemple, réserver une table au restaurant avec l'application, avec l'API de OpenTable, faire ses courses en ligne chez l'épicerie du coin avec Instacart, prendre un vol avec Expedia, se faire livrer un produit, ainsi de suite. Ces plugins actuels et futurs peuvent aider les utilisateurs dans toute une série de nouveaux cas d'utilisation. C'est ce que dit en tout cas OpenAI. Avec Instacart, par exemple, un internaute peut conserver avec ChatGPT. Pourquoi ils disent conserver? C'est converser, je pense plutôt. Un internaute peut converser avec ChatGPT pour lui demander les ingrédients d'une recette végétarienne, les commander auprès d'un commerce, enfin voilà, enchaîner plusieurs actions. ChatGPT retourne alors une liste d'ingrédients, remplit le panier d'achat et génère un lien directement vers le site marchand. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à finaliser la commande comme d'habitude. La vidéo de démonstration montre d'ailleurs qu'il est manifestement possible de combiner plusieurs plugins dans la même requête. OpenTable, par exemple, a servi pour traiter une demande. Wolfram a calculé les calories de la recette en impliquant les ingrédients commandés via Instacart.
Voilà, donc on peut comme ça enchaîner plusieurs actions de la part de plusieurs API. Et tout ce travail ne prend qu'une poignée de secondes. Greg Brockman, le président et cofondateur d'OpenAI, indique sur Twitter que ça va être un déploiement itératif. Ils vont y aller petit à petit. Donc, pour le moment, ça fonctionne probablement pas chez vous, c'est normal. Et ça permettra en fait d'apprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que tout fonctionne bien, et puis ils iront petit à petit, quoi. Selon les observations et les retours des 11 pionniers, d'autres partenariats seront constitués avec de nouvelles perspectives d'emploi de ChatGPT. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, une vraie évolution. Non seulement le fait de pouvoir avoir de la donnée fraîche, mais en plus de pouvoir s'interfacer sur d'autres API, sur plein d'autres services, et comme ça demander au bot d'aller, de dire réserve-moi une table ce soir à tel restaurant, bim bam boum, voilà, ou donne-moi des suggestions de restaurants, hop il t'en donne, tu précises ta demande, et puis ensuite tu réserves ta table. C'est quelque chose de plutôt intéressant en termes d'automatisation, c'est plutôt cool. Et donc du coup l'article conclut en disant inévitablement le pas franchi par OpenAI sera aussi l'occasion de voir s'il ne s'agit pas d'un faux pas avec de nouveaux problèmes à la clé. Laisser le chatbot via des plugins agir au nom de l'internaute même s'il est à l'origine de la demande est peut-être une première étape vers une nouvelle classe de problèmes. Donc ça voilà, c'est autant techniquement ça fonctionne, autant on aura peut-être des soucis et c'est pour ça qu'ils y vont de plus en plus crescendo. Benter qui dit pas testé, dispo qu'aux US et aux UK. Ouais, après, si jamais tu as par exemple un VPN, tu peux te géolocaliser ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je te dis juste que techniquement ça existe de se géolocaliser pour pouvoir demander ton accès. NX qui dit je trouve cher l'abonnement pour le service à moitié fiable. Alors, c'est cher et pas cher. C'est-à-dire que c'est cher quand tu veux le tester pour t'amuser par exemple, c'est pas cher si tu es une entreprise qui vraiment va automatiser des choses ou je sais pas moi, par exemple tu fais de la création de contenu, ça peut vraiment t'aider, tu vois. Pour faire des résumés d'articles, pour faire plein de choses, et là pour le coup $20, après à mon avis ça va augmenter, mais bon c'est mon avis perso, mais je pense que c'est quelque chose qui risque d'augmenter une fois qu'on sera dépendant à ce genre de service, quoi. Parce qu'après les gens seront pieds et poings liés et obligés de... Comme Netflix, hein. Netflix avait commencé tout doux et puis petit à petit ils étaient allés crescendo. Alexis, vraiment pas mal, bientôt Cyberpunk, exactement, c'est ça. Bientôt on va pouvoir vendre notre bras et puis mettre un bras cybernétique et... je dis n'importe quoi. Mais ouais, non, c'est... Voilà, c'est de l'automatisation après, enfin, honnêtement... Autant c'est très pratique, autant ça existe déjà, tu vois. C'est pas non plus la révolution, voilà. Mais voilà, le fait de pouvoir s'interfacer avec d'autres services et de faire ça de façon textuelle, ou de faire par exemple avec la voix, hop, directement de ChatGPT, tic-tac, je pense que ça va être plus un orchestrateur, tu vois. Ça va être quelqu'un qui va te... c'est un peu genre ton Jarvis à toi, quoi, tu vois. Mais après, vous connaissez un peu mon avis là-dessus. Moi, je vois pas encore en mode iRobot, les robots nous envahissent, quoi. On est encore loin de tout ça. C'est quoi la différence entre le chatbot de Bing et ChatGPT? Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que Bing, du coup, qui est donc développé et dont la propriété c'est Microsoft. Enfin, Microsoft est propriétaire de Bing. En gros, comme si tu veux, ils ont mis pas mal d'argent dans la technologie GPT avec OpenAI. Ils ont pas mal de, comment dirais-je, de priorités sur la techno. Et en fait, ce qu'ils ont proposé, en fait, ils ont essayé de booster Bing justement en intégrant la techno de ChatGPT directement dans le moteur de recherche. Mais derrière, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, on enchaîne rapidement. Je suis désolé, c'est vendredi, là on se lâche au niveau des heures. Je pense qu'on va finir bien plus tard. Mais bon, écoutez, j'ai de l'actu, donc autant vous la partager. Je vous partage ça rapidement. Alors, je sais plus qui c'est qui en parlait tout à l'heure, notamment de tracking de motion. C'était qui? C'était Lilio. C'était Limonade ou pas? Je sais plus si c'était Limonade ou je sais plus qui c'est qui en parlait de motion. En vous parlant du coup de ça, donc de Unreal. Unreal, c'est un moteur de jeu qui est développé par Déclic se lâche comme un bon camembert. Ouais, c'est ça, je me lâche un peu. Ouais.
du coup, c'est un moteur de jeu. C'est-à-dire que quand vous développez des jeux vidéo, il faut un moteur, en fait, une espèce de logique de base. Et donc, il y a des gens qui ouvrent en fait ces moteurs-là. Et donc, par exemple, la société qui fait Fortnite, Epic Games, a son propre moteur qui s'appelle Unreal. Et donc, les gens qui veulent développer des jeux vidéo peuvent partir de ce moteur-ci pour développer leur propre jeu vidéo. Et en gros, ils ont testé une techno qui est méga cool, qui permet en fait, depuis un iPhone, d'enregistrer une vidéo simple. Depuis un iPhone, la personne va dire en fait une phrase, va faire des expressions au niveau de son visage et tout, et ça va être directement intégré après dans un logiciel qui va enregistrer tout ça et pouvoir le reproduire en 3D. C'est assez impressionnant. Enfin voilà, je voulais vous partager ça rapidement. Donc je fais le test. Voilà. Donc vous allez voir, la première étape, elle va enregistrer en fait une vidéo. La deuxième étape, ils vont envoyer cette vidéo directement dans le logiciel et ensuite tout ce qui est analysé par le logiciel va pouvoir être directement répercuté. Exactement, du motion capture depuis un iPhone, c'est exactement ça. Et il n'y a pas, tu vois, y a pas de nécessité par exemple de mettre des trackers ou ce genre de choses, et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc je vous mets ça rapidement et je peux commenter en même temps. Ah mince, attendez, j'ai pas mis le son. Tac. Voilà, c'est ça. Par contre, il faut que je mette un peu plus fort. Okay. Okay, and action. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Voilà, donc volontairement, elle fait des expressions genre énervé, effrayé, etc. pour pouvoir après, le reproduire directement dans le logiciel. Donc bon, je vous passe un peu les étapes. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un technicien ici sur le côté qui va récupérer la vidéo qui vient d'être enregistrée. Il y a toute une phase de traitement, en fait, qui dure grosso modo. Le traitement en soi dure peut-être entre 1 et 2 minutes, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment quelque chose d'extrêmement rapide. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc ils montrent en fait qu'avec le logiciel, ils arrivent à synchroniser directement avec un modèle 3D. Et ce qui est assez impressionnant, c'est à la fin, donc ils font une démo avec un avatar en fait qu'ils ont créé, qui est déjà ultra réaliste. Et donc la vidéo, ce que vient de dire la nana va être directement reproduit. Vous pouvez voir ça. I'll be ready in the level. Now, you excited to see the results? Yeah, can't wait to see it. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. C'est ouf, non? Vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça dingue, hein. En gros, c'est vraiment hyper bien reproduit. Bon, après, ce qui est impressionnant, c'est que là, déjà, le modèle qu'ils ont fait en 3D est quand même très, très fou. Mais ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ça colle exactement à ce qu'a dit la nana au début, avec les mêmes expressions, etc., quoi. Le côté où elle est hungry, là, avec où on voit les dents et tout, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, je trouve. Moi, ça m'a poutré, quoi, vraiment. Même si je pense que, voilà, ils ont dû bien préparer la démo, mais en réalité... Alors, si vous voulez avoir la vidéo entière, je vous file le lien du tweet, et vous avez la vidéo dans les commentaires, la vidéo complète, si jamais vous voulez aller regarder ça. Alors... Regarde, tac tac, vos commentaires. Lily Monade, oui, on commence à faire ça un peu partout. Ça reste balbutiant parce que tu as besoin d'être plutôt proche. Ok, je sais pas si tu étais au courant en tout cas de cette nouveauté, parce que le tweet est vraiment très très récent. Ça date de hier. Ouais. Alexis qui dit insane. NX qui dit t'es pas 5000 photos de la fille pour aider la création. Ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, visiblement, c'est des vidéos, c'est pas un enchaînement de photos. Hein. Je sais pas si c'était ça ta question. Olivier, c'est joli vu la rapidité pour une qualité très acceptable. Ouais. Alors, c'est une application, de ce que j'ai compris, ils ont une application dédiée pour vraiment tirer parti de l'iPhone et de la meilleure qualité, mais c'est quand même assez fou. Notamment, moi, je pense à l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, voilà, divertissement, etc. Je pense qu'à mon avis, eux, ça va vraiment leur changer le game, quoi, ce genre de choses. Après, à voir, parce que entre des fois, tu as l'effet test et puis après, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, mais la vidéo est assez impressionnante en tout cas. 2020 qui dit on se demande si l'IA pourra bientôt créer des bonnes voix pour chanter. Alors ça existe déjà, hein. Il y a déjà des IA qui te permettent de transcrire du texte en audio. Après ça reste une voix assez robotique, tu vois. Ça reste une voix quand même très
T'as l'impression, tu sais, que c'est un peu comme quand tu parles à Google, Google Trad et que tu sais, que tu cliques pour que la voix parle. Il y a un côté très très robotique. Mais bon, voilà. Tac tac. Limonade qui dit c'est Uncanny. C'est quoi Uncanny? Alors là, là, tu m'as perdu. Tu vois les muscles des yeux au secours. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ah, ok, Uncanny Valley, je connais pas ça. C'est quoi? C'est une série, c'est quoi? Uncanny Valley, je suis désolé, ou c'est une personne, ou je sais pas, je suis peut-être complètement à côté, là, je suis navré. Uncanny Valley, c'est quoi? Vallée de l'étrange. Ah, oh, voilà. Ouais, là, vous me... Là, je suis dépassé, là, les amis, il faut m'aider, là. En vrai, les voix des vocaloïdes ont évolué plus. D'accord, ben ouais. Moi, j'ai juste regardé les trucs un peu grand public, je t'avoue, je suis pas allé trop dans le détail. Pour le moment, les voix sont nulles pour chanter. Ok, divin fin. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse que je voulais vous donner, qui est un peu hors contexte par rapport à notre... mais bon, quand même, c'est des choses qui peuvent avoir des impacts après demain. Donc je voulais vous en parler. Les amis, on termine avec une dernière chose. C'est une partie de la courbe de développement, adoption d'un produit-service. D'accord. Ok, bon, je regarderai pour ma culture personnelle. On termine avec une news Notion. Et donc on termine avec encore de la gestion de projet. Je suis désolé, on aura parlé beaucoup d'outils de productivité aujourd'hui, mais c'est intéressant. Hein. Tac, je me remets en mode concentration pour avoir de notifs. Voilà. Et donc une nouveauté assez intéressante. Je lis Ibino qui dit la vallée de l'étrange ou vallée dérangeante est une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, publié pour la première fois en 1970, selon laquelle plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. D'accord, ok. Voilà, c'est... Là, j'ai des experts robotiques Emotion dans le chat. Désolé, là, malheureusement, c'est pas... ça dépasse mon champ de compétences. Merci, Limonade, bonne journée à toi. Merci d'être passé en tout cas, et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle matinale. Donc pour conclure sur ce chat, sur cette matinale les amis, du coup une nouveauté Notion qui va peut-être vous intéresser, notamment celles et ceux qui l'utilisent. Il s'agit de l'insertion dorénavant des boutons. Voilà, on a la possibilité de mettre en place des boutons qui vont nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses plutôt intéressantes. Donc j'ai trouvé un tweet assez cool qui essaye d'expliquer un peu ce que ça peut permettre de faire en fait concrètement. Donc avec ce profil Thomas Frank qui d'ailleurs je pense que ça va être une personne potentiellement de chez Notion, j'imagine. Voilà, Building Notion. Et donc en gros il nous explique un peu qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Donc les boutons vont permettre de scripter un certain nombre de choses. Donc là il donne un exemple, imaginons que vous êtes créateur de contenu et que vous avez toujours les mêmes steps, on va dire, les mêmes étapes pour organiser la création d'une vidéo YouTube. Donc là ils font une démonstration, ils ont inséré un bouton Create, créer une liste de tâches pour la vidéo. Hop. Ensuite, une petite popine apparaît, donc ça c'est plutôt cool. On a la possibilité d'ajouter des popines et ce genre de petites features. Donc la popine elle indique est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir créer votre liste de tâches. Il dit OK, il clique et voilà. Et là directement de façon automatique dans ma base de données, ça va me rédiger en fait les tâches dont j'ai besoin avec... De façon automatique, on a la partie statut où en est la tâche. On assigne directement à la personne. On a le nom de la tâche. Et puis, on a également la deadline en fait, qui est insérée. Donc, tout ça de façon automatique avec les bonnes personnes, etc. On peut automatiser tout un tas de trucs. Olivier qui dit ce stream devient très technique avec des spécialistes ultra compétents. C'est dingue. Ouais, c'est ça. Ben, c'est cool déjà. En plus, les gens parlent. Donc, c'est cool. Donc ça c'est un exemple voilà, parmi tant d'autres et on a directement effectivement les tâches qui sont préfaites et pré-remplies. Ensuite je crois qu'ils avaient d'autres exemples, donc voilà, il explique, alors il commence sur un exemple un peu plus basique qui serait en fait si je veux par exemple une liste de tâches quotidienne, une espèce de to-do, je peux potentiellement en fait créer un bouton, donc ça c'est la fonctionnalité bouton, je lui demande d'insérer par exemple une liste de tâches.
Donc je l'appelle, je lui donne un nom, une espèce de label, Daily Cores, hop, et ensuite je peux insérer en fait des blocs. Donc là, lui, il fait une liste de tâches. Il passe à Done, et voilà, le bouton est fait directement. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus, et pouf, ma liste de tâches est faite. Et donc, quand j'ai une to-do qui est assez récurrente, on va dire, je peux en fait utiliser ce type de fonctionnalité et cocher mes tâches sans avoir à les recréer de façon incessante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre Ah oui, il montre un autre exemple. Les gens, par exemple, qui traquent un peu leurs habitudes, genre boire de l'eau, faire du sport, machin et tout. Et donc là, par exemple, il va aller... il montre en fait qu'on a la possibilité aussi d'aller, dans le cadre d'un bouton, aller chercher, aller mettre à jour surtout des informations dans une base de données. Donc voilà, sur Notion, il y a un système de base de données. Et dedans, vous pouvez avoir tout un tas de tickets, en fait. Enfin, d'items, on va dire. Et donc, vous avez avec ce système de boutons la possibilité non seulement de créer des blocs, mais également d'aller éditer, sélectionner votre base de données Notion. Voilà, donc là, il la sélectionne. Hop. Et puis, il va aller mettre à jour, en fait, l'une des propriétés de cet enregistrement déjà existant. Hop. Voilà. Donc, il met une date. Il dit, tu vas mettre aujourd'hui. Hop. Et après, il change le label de son bouton. Ça passe à Done. Voilà. Donc là, nouvelle journée, il clique. Il a sa liste un peu de tout ce qu'il doit faire. Et ensuite, il a la possibilité, hop, je crois que c'est sur le suivant, d'aller directement éditer, en fait. Alors, hop. Voilà, de passer sa case à cocher à réaliser. Donc c'est des exemples très bêtes comme ça, mais c'est plus de savoir que techniquement aujourd'hui c'est possible, d'aller pouf, cliquer et hop, la petite case à cocher qui s'est mise directement à jour. Et ça va simplifier la tâche, je pense, de pas mal de gens. Voilà, ensuite les boutons, qu'est-ce que ça apporte d'autre? Ouais, alors ce qu'il indique aussi, c'est qu'il y a possibilité d'avoir un enchaînement d'actions. Merci beaucoup David Fly qui nous rejoint, coucou à toi. On peut aussi faire des enchaînements d'actions sur les boutons et donc dire tu fais ceci, puis cela, puis cela, puis cela. Donc voilà, je vous résume un peu ce que signifie ce tweet-ci. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait qu'il a constitué le premier exemple qu'on a vu de dire tu vas automatiquement créer une liste de tâches pour ma vidéo YouTube. C'est un enchaînement en fait de choses, c'est-à-dire créer des tickets, mettre à jour tel truc, etc. etc. Donc ça c'est plutôt cool. Je vous partage vite fait ce tweet, comme ça vous pourrez aller voir plus en profondeur. De toute façon, il y a une documentation directement sur le site de Notion qui vous explique tout ça correctement. Sachez que moi j'ai testé, autant j'ai la feature des boutons qui est apparue, autant par contre il y a un certain nombre de fonctionnalités que je pense qui doivent être déployées au fur et à mesure et auxquelles j'ai pas eu accès encore, notamment le fait d'enchaîner plusieurs choses. Là pour le moment je pouvais juste en gros créer ma to-do via mon bouton. Donc voilà, c'est peut-être des choses qui sont en cours de déploiement à mon avis. Alors je suis désolé, j'ai pas suivi le chat, j'ai vu que vous parliez entre vous. Notion, il existe des blocs synchronisés qui sont équivalents des composants de loop. D'accord, ok. Ok. Mais par contre, je pense pas qu'il y avait ce système de boutons comme ça qui existait. Genre tu pouvais créer des templates, je sais, de mémoire. Mais après, comme ça, avoir des petits boutons qui t'automatisent certaines actions, je pense que c'est assez nouveau. Ok, dernière chose les amis avant de conclure du coup sur tout ça, je voulais vous partager un outil plutôt intéressant, j'ai pas pu tester malheureusement parce que je l'ai vu un peu au dernier moment, qui s'appelle TLDV. Et qui vous permet en fait c'est une extension, vous pouvez vous lier directement à Google Meet ou à Zoom et ça vous permettrait en fait de retranscrire toutes vos conférences et je crois, même si j'ai bien compris, que ça permet aussi de faire un espèce de résumé de votre conversation en fait. Donc si vous faites des réunions et que vous voulez avoir directement un résumé, apparemment c'est basé sur de l'IA évidemment. Mais à minima ça permet de retranscrire et ensuite il y a une fonction de summarize, donc de résumé on va dire, donc très très pratique pour vos réunions. Je réinsiste sur le fait que je ne l'ai pas testé, donc j'ai pas pu éprouver le truc, mais comme je l'ai vu passer, je me suis dit que potentiellement ça pourrait vous intéresser, donc je vous partage ça dans le chat.